c'est le nom, le prénom de votre robot. Par défaut, tous les robots qui sortent de l'usine, qui sortent de la boîte, ils s'appellent tous EV3. Okay? Au niveau qu'on va atteindre aujourd'hui en programmation, la seule utilité de donner un nom, c'est de créer un lien d'appartenance avec votre robot. C'est tout. Okay? Si vous voulez le faire, faites-le. Là où c'est vraiment utile et même on ne peut pas s'en passer de donner un nom au robot, c'est quand on va faire de la communication sans fil. Donc, soit d'un robot à l'autre, soit parce qu'on peut programmer nos robots avec un iPad, parce que le logiciel qu'on utilise est disponible sur iPad aussi. Donc on peut le programmer, sauf que là, la première chose à faire, c'est de faire la paire entre mon iPad et mon robot. Puis là, si vous cherchez avec votre Bluetooth vos robots, puis que tous les robots de la salle s'appellent le V3, vous ne pourrez jamais savoir lequel est le vôtre, donc c'est là qu'il faut venir donner un nom à votre robot. Okay? Sur le nom de vos robots, il n'y en a aucun qui s'appelle le V3 là, parce que tout le monde joue avec à chaque fois dans l'information. Donc il va y avoir tous les noms possibles et imaginables dans la salle. Ensuite, en dessous de ça, vous avez la version du firmware qui roule sur votre brique. Donc moi, je suis à la 1.07. C'est ce qu'il y en a qui soit 1.06, 1.03, peu importe. Vous avez le type de connexion. Donc là, on est sur fil, donc il nous le dit, c'est USB. L'état de la batterie qui est en haut à droite, les petits carrés là. Puis l'état de la mémoire qui est en bas. Le petit curseur en bas, c'est l'état de la mémoire. Okay? Donc ça vous dit un petit peu l'état de santé global de votre robot. Okay? Ensuite de ça, le deuxième onglet, en dessous de là où il y a marqué Bob, là, vous voyez, il y a un deuxième onglet, une petite fourchette. Quand vous cliquez là-dessus, là, il va vous dire en temps réel qu'est-ce qui est branché et détecté sur votre robot. Donc, moi, il y a plein d'affaires, mais sur le vote, il devrait y avoir seulement 2 moteurs. Okay? Dans B et dans C. Puis là, en temps réel, il vous le dit qu'est-ce qui est détecté. Donc là, par exemple, moi, vous voyez, j'ai un capteur d'ultrason qui est là. Quand je mets ma main, il me le dit là. Là, ma main est à 8,89 cm. Ensuite de ça, les moteurs, si vous les tournez, vous allez voir que quand vous allez en avant, la valeur augmente. Quand vous allez en arrière, la valeur rediminue jusqu'à tomber dans les négatifs. Et la valeur qui est proposée ici, ce sont des degrés. Essayez de faire un tour complet, vous allez voir qu'il va vous afficher la valeur 360. Okay. Ça va pour ça? Ok. Vous avez quelque chose ici, quand vous ouvrez un programme, quand vous ouvrez en tout cas oui, une page de programmation, à chaque fois vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre là, à droite. Cette fenêtre-là, ça ici, là, c'est ouvert, ça c'est l'éditeur de contenu. L'éditeur de contenu, c'est comme un PowerPoint qui est intégré au logiciel. Donc pour documenter vos présentations, vous allez voir que souvent il y a des choses assez abstraites, puis on aime ça aller chercher des vidéos, des photos, peu importe, là en tout cas des animations sur YouTube, sur Internet, peu importe, pour aller donner un petit peu de matière à ça. Donc ça, je sais qu'avec NXT, quand on donnait un cours comme ça, il fallait ouvrir son logiciel NXT, puis en dessous de ça, on ouvrait plein de petites fenêtres Google, là, puis on allait chercher plein de trucs, puis à chaque fois, il fallait aller rouvrir tout ça. Là, au moins, tout est rattaché à l'intérieur de ça. Donc là, je peux augmenter le nombre de diapos que je veux. Je peux choisir la mise en page. Puis là, le type de média que je peux mettre dedans, je peux mettre du texte, de la photo, une vidéo, du son. Je peux même me filmer directement avec la webcam, me filmer moi ou le robot, peu importe. Est-ce que l'éditeur de contenu est attaché à un seul programme ou au projet? Au programme, oui. Donc on a plusieurs éditeurs. Exactement. À chaque programme que vous ouvrez, vous aurez un nouveau éditeur de contenu. Donc ça, pour vous, en tant qu'enseignant, ça va vous permettre d'agrémenter un petit peu vos présentations autour du programme. Puis pour l'élève, ça va lui faire un cahier de traces finalement numérique qui va être rattaché automatiquement à chacun des programmes. Si je vais dans le mode édition, là, en cliquant sur le petit crayon, donc vous voyez que dans le mode édition, c'est ici que je vais pouvoir venir rajouter ou supprimer des diapos, choisir ma mise en page, ici, ou après choisir le type de média que je vais venir intégrer, le type de ma diapo, tout ça. Quand vous installez votre logiciel, peut-être tout le monde ne l'a pas vu là, mais quand vous installez votre logiciel, on vous demande de choisir est-ce que vous voulez vous loguer en tant qu'enseignant ou en tant qu'étudiant. En tout cas, est-ce que vous voulez télécharger la version étudiante ou la version enseignante. La seule différence entre ces deux versions, c'est seulement ça ici. Là. C'est la gestion du contenu. Okay? Quand je suis logué, quand j'ai la version enseignant, j'ai accès à 2 images de la même diapositive. J'ai l'image pour l'étudiant et l'image pour l'enseignant. Donc imaginez que dans votre classe, vous travaillez en réseau. Vous, sur votre ordinateur, vous avez la version enseignant. Puis tous vos élèves ont la version étudiant. Là, vous faites un cours sur le moteur, comment ça fonctionne, tout ça. Et là, il y a un petit programme qu'il faut que vos élèves fassent. Donc là, par exemple, vous allez leur faire, ici, dans la diapo enseignant, vous allez leur faire un texte à trous, il faut qu'ils remplissent.
Puis vous, dans la version étudiante, dans la version enseignant, vous allez vous faire le complet, finalement, avec les réponses, avec les vidéos, avec tout ça. Okay? Quand vous allez partager ce cours-là avec vos élèves, ben, eux, quand ils vont ouvrir le fichier, ils n'auront pas accès à ça parce qu'ils sont dans la version enseignante. Okay? Donc c'est juste pour gérer le contenu, finalement, pour verrouiller, pour ne pas donner accès à tous aux élèves. Pour savoir qu'est-ce que vous voulez donner accès ou pas, dépendamment si c'est pour des évaluations ou différents types de cours. Là, ben là, vous avez vraiment une gestion sur le contenu, mais la seule différence entre les deux versions, c'est à ce niveau-là. OK? Ça va pour ça? Ouais. Si je comprends bien, l'élève pourrait de son côté aussi documenter son travail. Absolument. Oui. Et là, on a quelque chose qui est plus vivant finalement que juste un papier où il va avoir marqué, j'ai fait 3 rotations pour aller jusqu'au petit bonhomme, par exemple. Ben là, imaginons qu'il y a une semaine de relâche, puis là, pour une raison ou pour une autre, il n'y a plus de robotique à un moment, puis là, il a fallu qu'ils lâchent leur exercice en plein milieu parce qu'il fallait qu'ils quittent. Mais là, 2-3 semaines après, quand ils reviennent, pour savoir où est-ce qu'ils en sont, ben là, ils rouvrent leur logiciel, ils rouvrent leur programme, puis là, il va y avoir, mettons, j'ai avancé 3 rotations pour aller jusqu'au petit bonhomme, j'ai mis ça dans mon programme. Là, il pourrait même, avec la webcam de l'ordinateur, s'il y a une webcam, ben, filmer son robot, puis là, au moins, quand il arrive, il se remet vite en contexte, il voit rapidement où est-ce qu'il en est. Et l'avantage sur un cahier de traces, c'est comme c'est pas une feuille volante ou un petit cahier, ben, ça se perd moins facilement. Donc c'est ça pour ça. Pour le fermer, tout simplement, on reclique sur le petit bouton « Fermer l'éditeur de contenu », là, ouvrir, fermer, donc l'espèce de petit livre. Il va se réduire en haut. Je sais que mon écran n'est pas bien en face, là, mais vous verrez. Donc l'idée, c'est de gagner de la place ici pour venir écrire des programmes. Donc là, maintenant, j'ai ma page de programmation. C'est comme mon carnet de bord. En fait, c'est mon carnet de correspondance avec mon robot. Par ici qu'on va communiquer. Et pour communiquer avec mon robot, il va falloir que je lui écrive des programmes. Donc, je lui écrive des phrases avec des mots. Sauf que mon robot, il ne parle pas ma langue à moi, il parle sa langue à lui. Ça va être à nous d'apprendre cette langue-là. Pour faire des phrases, il faut apprendre à faire des mots. D'abord, on va partir de 0. Et les seuls mots que mon robot connaît sont tous les mots qui sont rangés ici en bas. Il y en a quand même pas mal, vous allez voir. Tous les mots sont rangés par catégorie de couleurs, qui correspondent tous à des familles de types de blocs, dépendamment des types d'actions qu'on va faire à notre robot. Et chacun de ces blocs-là correspond à un mot, puis on sait qu'une phrase, ben, c'est l'agencement de mots. Donc seulement avec quelques-uns de ces blocs-là, dépendamment de comment on les agence, on va faire des programmes totalement différents. Donc, les possibilités sont quasi infinies. Le type de programme qu'on peut faire. Là, vous voyez, il y a des blocs de programmation qui sont ajoutés, que vous n'avez pas sur votre logiciel. Là, c'est normal. Ça, c'est des blocs que je suis allé télécharger sur Internet pour programmer des versions plus évoluées, qui est le Tetrix. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. C'est quelque chose qui est au kiosque. Vous en appelez, je ne sais plus, vous avez des petites brochures là, vous avez du Tetrix. C'est quelque chose qui est un petit peu plus évolué au niveau de la mécanique, au niveau de la programmation. Donc des fois, quand on veut passer une coche au-dessus, on peut le programmer avec le V3. C'est-à-dire que le cerveau de votre Tetrix, qui est un robot qui est métallique, qui est plus solide, qui est plus robuste, il peut prendre comme cerveau la brique intelligente V3. Ça fait que je peux le programmer avec le logiciel. C'est comme une évolution naturelle un petit peu de passer à V3, de V3 vers quelque chose de plus performant. Mais globalement, on va revenir là-dessus. Donc nous, aujourd'hui, pour l'initiation, on ne sortira pas du vert et du orange. Jamais. Okay? On n'ira pas fouiller dans les autres. Les autres, c'est dans la programmation plus avancée. Quand je donne l'autre formation, vous allez voir que déjà là, avec tout ça, on est capable de gérer tous les déplacements, d'utiliser tous les capteurs, les boucles de programmation. Déjà, on est capable de faire en masse de choses juste avec ces deux onglets. Okay? Donc le premier onglet, l'onglet vert, c'est tout ce qui est action. Donc dans l'action, j'ai le programme de mes moteurs. Donc aller programmer différents moteurs, ou afficher quelque chose à l'écran, ou jouer un son, ou faire clignoter les petits boutons, enfin bref, faire une action avec mon robot. Okay? Dans ces actions-là, vous voyez que le tout premier, ça va être le dessin de mon petit moteur qui est dans ma boîte. Donc quand je veux programmer mon petit moteur,